Bon, bonjour à tous. Merci d'être là. La présentation précédente était dynamique. Moi, bon, je ne suis pas très familier avec ce type de présentation à distance, donc je vais essayer de garder quand même le plus possible là, entertainer, si on peut dire. Bon, je n'avais pas nécessairement préparé de slice là, pour le contexte de présentation en territoire non rétrocédé, mais en tout cas, je n'ai pas tous les termes, les mots à utiliser, mais j'adhère entièrement au concept là, de reconnaissance. Euh, des termes non rétrocédés. Donc, dans le cadre du sommet des dépendances, moi, je m'étais intéressé à une présentation sur une réflexion un peu éthique là, sur, entre autres, au niveau de la prescription là, des sources sûres, l'approvisionnement sécuritaire qui a apparu là, au Québec, qui existe ailleurs depuis déjà quelques années, mais qui est apparu ici plus récemment au Québec. Attendez un petit peu, je vais juste trouver une manière là, de changer. OK. Bon, donc, je me présente, Simon Vermette, je suis intervenant à la clinique SAPSA. Je suis aussi un militant de longue date, au sein de l'ACP-Sud, l'Association québécoise pour la promotion de la santé des utilisateurs de drogue du Québec. Et je m'implique aussi là, sur le projet de l'ADIC, qui est l'Association de défense de droits et d'inclusion des personnes qui consomment des drogues. L'objectif aujourd'hui de la présentation que je voulais faire, c'est de démontrer que d'un point de vue médical, puis compte tenu des outils actuels en matière de connaissances, puis d'existence des programmes spéciaux, donner accès aux substances contrôlées dans le cadre d'une approche cohérente en santé publique, ça pouvait constituer un acte moral et éthique. Puis, pour cheminer dans cette réflexion-là, je vais partir d'une petite définition de l'éthique. On va parler un peu de la réduction des méfaits, des objectifs visés de l'approche. On va donner quelques exemples. Une fois terminé, je vais présenter un peu là, comment la prohibition est responsable d'une majorité des méfaits associés à l'usage des drogues. Bon, c'est sûr, il y a les méfaits intrinsèques à l'usage des substances en tant que telles, mais il y a aussi les méfaits associés à la prohibition. En plus de contribuer à colporter des stigmas et aggraver la situation sanitaire et économique de nos communautés. Ensuite de ça, je vais vous présenter un peu la CGPD, la Commission on Global Policy on Drugs. Donc, c'est une commission moi, pour laquelle j'ai beaucoup de respect. En fait, je pense que c'est la Commission globale pour les politiques sur les drogues, en fait. Et puis, c'est un organisme et un groupe de réflexion qui explore depuis 2011 des paradigmes nouveaux et promoteurs afin d'améliorer la situation. Puis en toute fin, on va voir les réflexions éthiques qui ont accompagné le processus de mise en place des services d'accès aux interruptions volontaires de grossesse puis à l'aide médicale à mourir. On va voir que même si les médecins, à l'époque, avaient identifié des réticences éthiques face à la proposition de ces changements-là, il était tout de même avantageux d'un point de vue de la communauté, d'un point de vue de la santé, d'aller de l'avant avec ce type de pratique-là. Donc, on va donner une petite présentation. Excusez, j'ai un petit peu de maladresse. Donc, l'éthique du grec ethos, manière de vivre, c'est une branche de la philosophie qui s'intéresse au comportement humain, à la conduite des individus en société, mène un examen de la justification rationnelle de nos jugements moraux. C'est ce qui est moralement bien ou mal, juste ou injuste. Bon, on pourrait sûrement passer des heures et des heures là-dessus, mais je voulais donner un petit ordre d'à peu près de quoi je me fiais, moi, pour parler d'éthique. Donc, c'est la réduction des méfaits. On va y aller avec la définition de l'INSPQ 2022. Donc, la caractéristique centrale de la réduction des méfaits, donc, c'est la réduction des conséquences négatives liées à l'usage plutôt qu'à l'élimination du comportement d'usage. Les politiques et programmes d'intervention visent à protéger la santé des usagers de la collectivité, la sécurité des usagers de la collectivité. On parle d'une approche qui est un pragmatisme à usage humain. Je passe vite, le temps étant limité, je pars aussi du principe que la plupart des gens sont quand même relativement là, allumés là-dessus. Donc, les objectifs visés, les principes d'action de la réduction des méfaits, bon, évidemment, il y a la tolérance d'un comportement socialement et moralement controversé. Évidemment, on parle de l'approche coût-bénéfice de la consommation. Il y a le principe aussi de hiérarchie d'objectifs, qui pour certains peut être
plus ou moins pertinent, là. Donc, la hiérarchie d'objectifs, ça veut dire que, bon, il y a toute la réduction des méfaits de l'usage des drogues qui peuvent aller jusqu'à finalement cesser le comportement d'usage, finalement, qui pourrait pour certains être l'objectif visé ultime, pour d'autres qui est tout simplement une option parmi tant d'autres. Évidemment, il y a aussi tout le concept d'outreach, aller donc, dans la communauté, aller vers les personnes concernées. Évidemment, le concept de bas seuil d'accès. L'accompagnement dans l'autonomisation et la défense de leurs droits. Donc, dans les exemples de réduction des méfaits, on a évidemment les services de consommation supervisée, d'injection supervisée, de prévention des surdoses. On a tout ce qui est les services de fourniture de matériel de consommation, les traitements de substitution, méthadone, buprenorphine, safe supply éventuellement, le drug testing. Puis en fait, tout ce qui peut vous venir à l'esprit là, pour contribuer à aider les gens là, à diminuer les risques de leur consommation, éviter par exemple les infections, les contaminations, etc., les surdoses. Bref, on peut actuellement, puis là, c'est là, moi, c'est là un peu là, que je parle aussi, toute ma surprise, puis tout l'impact que je veux avoir, c'est souvent avec cet exemple-là que je vais chercher un peu les esprits, c'est qu'on peut actuellement s'injecter dans un lieu là, aseptique, speak and span, full stainless, supervisé par des intervenants, des infirmiers, des pères aidants, super gentils, super accueillants, dans un endroit où le statut d'interdiction, le statut légal des drogues est levé, donc on n'a pas à s'inquiéter d'avoir des conséquences légales au fait de posséder une substance, mais la substance elle-même, celle qu'on consomme, on n'a aucun contrôle sur elle. Ça peut être, donc on n'a aucune donnée sur la fiabilité, la pureté, l'identité, la quantité, etc. Pour moi, c'est probablement l'une des choses les plus absurdes en dépendance actuellement qu'on vit. C'est-à-dire qu'on a fait des progrès exceptionnels, mais on a encore affaire à des substances non contrôlées. La prohibition, c'est un cadre législatif, selon moi, périmé, selon plusieurs d'ailleurs, périmé. Il y a un cadre historique à la prohibition qui date de plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années même. J'invite les gens intéressés à approfondir le sujet, là, à aller voir les travaux de Mme Lynn Beauchamp, qui est une professeure, une chercheure en criminologie à l'Université d'Ottawa, qui a fait d'excellents travaux sur le sujet et puis qui explique très, très bien les processus qui ont mené à l'établissement de la prohibition, la corrélation qui existe entre la prohibition et la violence du milieu, la corrélation qui existe entre la prohibition et les problèmes de santé. Puis les réflexions nouvelles, là, quand la science, entre autres, n'est pas écoutée. C'est vraiment là, des documents qui sont super intéressants. Donc, pour ce qui est de la prohibition, les conséquences qu'elle promeut, bien évidemment, c'est plus de violence, de crimes, de maladies, de morts chez les usagers. Ça incite le crime organisé, institutionnalisé et endémique. Ça implique la création de marchés illégaux. Ça implique la corruption à de très haut niveau. C'est ici, de toutes les évidences, il y a la prohibition la principale et la plus intuitive qu'on peut s'imaginer. Donc, parmi d'autres conséquences, on parle de perte de confiance envers le système de santé publique. Les usagers ne veulent même plus consulter le réseau, entre autres conséquences. Ça renforce les activités à risque, donc en éloignant, comme je disais, les utilisateurs de drogue des réseaux de prévention et de soins. Ça rapproche aussi d'environnements à risque accru, de troubles variés, surdoses, maladies, infections, mortalité. Bon, heureusement, si on pense par exemple au service de consommation supervisée, ça a permis un peu là, la modification des rituels. Si on pense par exemple aux gens qui historiquement allaient se cacher peut-être derrière un container dans un endroit plus ou moins caché, les gens pouvaient être portés à bypasser le processus de préparation d'une injection sécuritaire, par exemple, en évitant, en sautant l'étape, par exemple, du tampon d'alcool, en allant mettre l'eau directement dans le baguette pour utiliser un petit cœur aseptique stérile. Donc là, bon, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de projets, beaucoup de progrès. Donc là-dessus, on peut quand même se féliciter de certains efforts qui ont été faits qui portent fruit maintenant.
Ensuite de ça, une des conséquences principales de la prohibition, c'est la substitution des drogues issues du marché noir. Donc, c'est un risque assuré de ne pas connaître la qualité. Hein. Je vais me répéter un peu la quantité, la concentration, l'identité exacte du produit consommé. Par exemple, le fentanyl dans l'héroïne, le levamisole dans la cocaïne, la méphédrone dans la cocaïne. Bon, maintenant aussi, le fentanyl dans la cocaïne ou le cristal meth. Donc, puis aussi, on sait qu'à chaque fois qu'une substance est ajoutée dans les annexes de substances prohibées, ça pousse la recherche de substances alternatives, souvent avec des petites différences au niveau moléculaire, donc qui font en sorte que ces substances-là prennent des nouveaux effets secondaires, des nouveaux dangers. Donc, ça pousse une espèce d'innovation malsaine, le fait de toujours rajouter les substances dans les annexes de substances prohibées. On pense par exemple aux années 2014-2015. Moi, je commençais, là, je travaillais à Point de repère à l'époque et je me souviens, il y avait eu une saisie de plusieurs kilos d'une substance dont on ne connaissait pas la provenance ni l'identité. Et finalement, les personnes qui s'étaient fait arrêter étaient parties libres de toute charge parce que finalement, c'était du carfentanyl et le carfentanyl n'était pas encore inclus dans les annexes de substances prohibées. Sachant que le carfentanyl est beaucoup plus puissant que le fentanyl lui-même, c'est surprenant de voir que dans le fond, l'effet délétère de la prohibition a eu, là, finalement, donc l'apparition de ces substances toujours, qui sortent toujours un peu là, du cadre légal pour essayer là, de diminuer les risques légaux des trafics. Entre autres choses aussi, l'encombrement et le ralentissement du système de justice causé par la prohibition, un rythme trop élevé d'arrestations liées au petit trafic, des taux élevés d'incarcération de petits acteurs, le coût d'opportunité élevé, hein, l'allocation des ressources au renforcement de la loi des approches judiciaires, pénales, correctionnelles au détriment des ressources pour la santé publique et le développement social. C'est tout l'argent qui est mis à la répression n'est pas incluse pour améliorer les situations de santé des usagers et leur qualité de vie. Donc, je vais vous présenter maintenant la Commission globale de politique en matière de drogue. C'est une commission qui a été créée là, en janvier 2011 par un groupe de personnalités essentiellement des Amériques et d'Europe. Mais depuis le temps, là, il y a beaucoup de gens qui se sont fédérés à cette commission-là. C'est des gens qui étaient conscients de l'échec du régime actuel de contrôle des drogues, qui ont voulu finalement là, axer les réflexions pour une meilleure politique mondiale en matière de drogue, qui est toujours soutenue de plus en plus par différentes personnalités de la sphère politique, économique, culturelle. Pour ceux qui ne connaissent pas la Commission globale de politique en matière de drogue, je sais que parmi les membres fondateurs, il y a Feu Kofi Annan, qui était un ancien secrétaire général des Nations unies. Il y a Mme Ruth Dreyfus, une ancienne présidente de la Fédération suisse. Il y a mais aussi Louise Arbour, Mme Louise Arbour, qui était une ancienne l'ancienne haute commissaire aux droits de l'homme aux Nations unies, là, qui est une diplomate canadienne. Richard Branson, Carlos Fuentes, Ernesto Zedillo, des anciens présidents, soit des écrivains sud-américains et présidents là, de pays d'Amérique du Sud. Donc, vraiment, là, une communauté de personnes là, vraiment là, compétentes et puis issues de milieux variés. On fédère ensemble pour approfondir les réflexions en la matière. Donc, la commission a pour objectif d'examiner les fondements idéologiques, l'efficacité, les conséquences de l'approche de la guerre aux drogues, qui a aussi pour objectif d'évaluer les risques et les avantages de différentes approches face aux drogues, puis qui s'est donné aussi, finalement aussi comme pour objectif de formuler des recommandations factuelles pour réformer de façon constructive les lois et les pratiques en matière de drogue. Les 5 voies définies en 2014 ont été la priorité à la santé publique, accès aux médicaments sous contrôle, dépénaliser l'usage et la possession, alternative à la punition pour les acteurs non violents et réglementer les marchés et opprimer le crime organisé violent et corrupteur. Parmi les citations, je vais citer là, justement une citation de Kofi Annan. Là. Il va de soi que nous souhaitons tous protéger notre famille des méfaits potentiels des drogues. Mais si l'un de ses membres est malgré tout en proie à un problème lié aux drogues, c'est une maladie chronique et récidivante, selon la définition de l'OMS, il faut le considérer comme un patient qui doit être traité, pas comme un criminel. Existe-t-il un autre domaine dans lequel on criminalise le patient qui a besoin d'aide?
Donc, c'est une situation de M. Annan en 2015, qui était à l'époque le président de la Fondation Kofi Annan jusqu'à sa mort, qui est un des membres fondateurs, comme je disais, là, de la Commission globale. Et aussi une citation de Mme Dreyfus. Donc, les objectifs de développement durable représentent un programme audacieux. Néanmoins, ils doivent tenir compte de la réalité qu'un monde sans drogue n'existera pas, que les problèmes de santé publique liés à la drogue ainsi que les troubles sociaux sont alimentés par les lois et politiques actuelles axées sur la répression et que la guerre aux drogues n'a fait souvent qu'affaiblir les institutions et les rendre inefficaces. Mme Dreyfus, qui est actuellement la présidente de la Commission globale pour la politique sur les drogues. Pour les besoins de la cause, j'ai dû couper plusieurs autres diapositives là, pour essayer de rentrer dans le temps. Là. Et puis, bon, j'étais bien conscient que j'avais vu grand aussi. Bon, ça ici, c'est un graphique qu'on voit de plus en plus. Lui, j'allais tirer finalement, en fait, si je ne me trompe pas, lui, j'allais tirer d'un document sur l'Heroin Compassion Club de la Colombie-Britannique. C'est un document, c'est ça que j'avais emprunté là, au réseau du BC Center on Substance Use, mais qui est lui-même tiré d'un document du docteur John Marks dans les années 90. D'ailleurs, ouais, c'est bien écrit en fait, d'ailleurs, above adapted from an original concept by Dr. John Marks. C'était dans les années 90. Donc, ici, on voit un peu là, comment on pourrait s'imaginer un marché de la drogue à partir, là, bon, si on part de la gauche, d'un régime purement prohibitif, parfaitement prohibitif, et vers la droite, là, vers un régime là, purement libéral, là, sans conditions, sans règlement. Et puis sur l'axe des Y, là, finalement, les abscisses, on pourrait dire, on inscrirait là, les dommages sociaux et les dommages pour la santé. On peut s'imaginer une courbe en forme de U où le niveau minimal de méfaits pour la santé et la communauté se retrouverait là, à un point où les substances seraient légales, mais avec une régulation et un contrôle strict. On voit un petit peu à gauche là, où se retrouverait, par exemple, la décriminalisation et l'approche de réduction des méfaits, donc avec un certain quand même niveau là, de dommages pour la communauté et la santé des usagers, mais qui n'est pas encore là, un point optimal. Puis on peut s'imaginer vers la droite, là, vers un marché là, unregulated legal market, là, donc un marché vraiment pas régulé. On peut commencer à penser peut-être là, au marché de l'alcool, par exemple, actuellement, où les publicités sont permises, où la mise en marché est quand même assez libéralisée. Où les substances sont beaucoup disponibles. Puis on peut voir aussi peut-être les interventions qui ont été faites. Si on pense à la Four Loko, là, par exemple, puis les régulations sur les breuvages, là, un peu, là, où le goût de l'alcool est masqué et le taux d'alcool est élevé. On peut voir un effort là, d'avoir ramené la courbe un peu vers le milieu là, à ce niveau-là. Si on s'imagine la légalisation du cannabis, on pourrait supposer, par exemple, que le concept des gummy bears là, au niveau des edibles, au niveau du cannabis, on pourrait supposer que ça se tourne un peu vers la droite de la courbe. Là. Donc, quand ça devient un petit peu attrayant pour les enfants, on peut supposer que ça va accentuer les risques. Là. Donc, on voit un peu là, le type de réflexion qu'on peut avoir avec un type de courbe comme ça, puis comment on peut peut-être créer un régime légal un peu plus idéal. Donc, évidemment, les bénéfices d'un changement de paradigme. Excuse-moi d'intervenir 2 minutes. Il te reste 3 minutes. Hey, ça va vite, hein? Tabarouette. Regardez, ce qu'on peut dire finalement, là, c'est que un changement de paradigme, c'est disponibilité des outils de régulation pour contrôler l'accès, âge, lieu de vente, etc. Élimination des conflits liés à la lutte de territoire, une diminution évidemment de la violence, une réallocation des ressources policières vers des crimes contre la personne et la sécurité publique, réduction de la stigmatisation, puis revenus tirés du marché légal. Je vais essayer d'aller directement un peu pour voir comment qu'est-ce qui s'était passé dans les réflexions pour, par exemple, les interruptions de grossesse et puis l'aide médicale à mourir. On se souvient que les médecins voulaient éviter de passer pour des meurtriers. Hein? Ils ne voulaient pas, eux, mettre un terme à la vie.
Bon, il y avait leur serment d'Hippocrate qui leur signifiait là, leur promesse là, donc de ne pas mettre un terme à la vie ou de ne pas empoisonner les personnes et non plus de ne pas remettre un PCR abortif aux femmes. Mais par contre, si on regarde, attendez, je vais essayer d'aller voir l'aide médicale à mourir, l'avortement. Selon Amnesty International, une grossesse sur 4 se termine par un avortement chaque année. C'est 25 millions d'avortements dangereux sont pratiqués chaque année. Selon l'OMS, pour la période 2010-2014, 54,9 des avortements ont été exécutés sans risque, 45,1 avec des risques, dont 30,7 disent avec des risques modérés, 14,4 avec des risques graves. Donc, on peut penser jusqu'à la mort de la femme. Donc, deux déterminants des grossesses non prévues, besoin non satisfait de contraception, efficacité des méthodes de contraception utilisées. Donc, c'est tout, en fait, là, je suis obligé effectivement d'accélérer. C'est correct, vous êtes tous fatigués, ça a été une grosse journée pour vous autres. L'idée que j'essayais de faire derrière ça, c'était de montrer que malgré qu'on a été confrontés dans nos valeurs dans les dernières années, les dernières décennies, afin d'améliorer la qualité de vie des femmes, des gens en fin de vie, la communauté médicale a passé par-dessus des motivations morales qui étaient issues d'un autre temps, de valeurs judéo-chrétiennes souvent, pour aller vers vraiment une réduction des méfaits. C'est-à-dire que oui, on prend conscience d'une action qui peut être un petit peu là, controversée, mais quand on regarde les bénéfices que ces changements-là ont apportés à la communauté, très peu de gens seraient prêts à revenir en arrière. Puis, donc, l'idée, c'était de donner. Puis aussi, j'ai travaillé beaucoup avec des gens qui sont prescripteurs. Moi, personnellement, je n'ai pas le fardeau de la prescription. Puis ça, je dois saluer tous les médecins, les super infirmières qui ont été de l'avant dans la prescription des Safe Supply. Je sais le fardeau qu'ils et qu'elles ont sur les épaules, de ne pas créer plus de tort que de bien. Et puis Dr Goyer, entre autres, Isabelle Tétu à Coop SAPSA, toute l'équipe du CRDQ à Québec aussi, là, qui vont de l'avant à Montréal. Je sais aussi qu'ils font beaucoup, beaucoup de travail. Donc, je veux remercier tous ces gens-là, tous ces prescripteurs-là qui ont pris des risques, qui continuent à prendre des risques, qui continuent à chaque fois qu'ils mettent leur nom sur une prescription. C'est sûr qu'en ce moment, c'est beaucoup plus au niveau des opioïdes. Ils passent par-dessus des gros stress. Puis, la plupart, ils se demandent s'ils ne devraient pas plutôt encourager un régime vers la légalisation plutôt qu'eux avoir le fardeau de prescrire. Je pense que la réflexion mérite de continuer. Je me demande si en attendant, parce qu'on sait que c'est un long processus en venir à la légalisation des drogues, surtout avec le poids politique des gens. Les gens ont un avis sur la chose, ils ne sont pas tous spécialistes. Et donc, avant d'en venir à un régime où on aurait un accès, somme toute contrôlé, mais à notre substance de choix, en attendant, je pense qu'on a besoin des prescripteurs. Donc, c'est ça. Je pourrais m'organiser pour donner le PowerPoint, là, je ne sais pas comment on pourra le diffuser. Et puis, je ne sais pas s'il y a des questions, je suis obligé de précipiter, là, mais je vous laisserai là-dessus. Je voudrais pas, par exemple.